Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire se dit satisfait de la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien. Ousmane Diagana était face à la presse nationale et internationale. Vous l'entendrez dans ce journal. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a conduit une délégation gouvernementale en Chine dans le cadre de la coopération bilatérale. La troisième quinzaine de l'environnement a commencé ce lundi. Cette quinzaine qui se déroule autour du thème changement climatique et ville durable est une campagne de sensibilisation. Au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués ce matin dans un attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Dans cette édition, comme tous les lundis, vous aurez le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui au bilan du processus de désarmement et de réinsertion des ex-combattants. Commençons par ce point presse animé par le directeur des opérations de la Banque mondiale pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ousmane Diagana se dit tout simplement satisfait de la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien dans le cadre du financement de projets socio-économiques. Des précisions avec notre reporter Francis Boifo. Tous les signaux sont ouverts pour accélérer la croissance, constate le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La renaissance des infrastructures, les écoles et les systèmes de santé qui fonctionnent bien à nouveau, l'agriculture qui est relancée et qui a contribué de manière importante à cette croissance économique. Tout cela, c'est évidemment des efforts du gouvernement, c'est des efforts que nous avons accompagnés par des projets spécifiques, ensemble avec les autorités ivoiriennes. Nous sommes réjouis donc de ces performances. Satisfaite des résultats obtenus par le gouvernement ivoirien, la Banque mondiale a décidé d'appuyer financièrement le pays pour la réalisation d'autres projets. Et c'est le 25 novembre prochain que son conseil d'administration va décider. Il y a un programme de renforcement du système de santé et de lutte contre Ebola de 70 millions de dollars. Il y a un programme d'appui budgétaire de 70 millions de dollars. Il y a un projet de protection sociale et d'appui aux filets sociaux de 50 millions de dollars. Et puis il y a une petite initiative de gestion des pesticides de 5 millions de dollars. Au total, une intention de financement de 200 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA. 40% de ce montant sont octroyés sous forme de dons et les 60% restants sont à rembourser sur une durée de 35 ans. Dans l'actualité également, une rencontre bilan des activités de l'association des producteurs de pétrole en Afrique s'est ouverte ce lundi. Une rencontre qui va durer 3 jours pour évaluer les objectifs, les résultats et les activités de l'association et ses organes, au nombre desquels le secrétariat exécutif du Fonds pour la coopération technique. Des précisions avec Guéroger Nguessan. L'Association des producteurs de pétrole africains, APA, est à la recherche d'un second souffle à Abidjan. Vieille de 27 ans, l'APA veut se mettre au goût du jour pour répondre aux défis actuels et à venir du secteur pétrolier, aussi bien en Afrique que dans le monde. La première réunion du comité de pilotage de l'étude sur l'évaluation des organes permanents de l'association, conduite par la Côte d'Ivoire, vise à adapter les textes fondamentaux de l'APA aux besoins des pays membres. Au cours des travaux, vous ferez l'analyse et la synthèse des propositions soumises par les pays membres en préparation à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays de l'APA du 21 janvier 2015. Le Conseil des ministres attend des propositions claires et motivées qui devraient pousser nos pays à une action concertée et soutenue dans le cadre des missions assignées à l'APA. L'Association des producteurs de pétrole africains compte 18 membres. L'organisation veut être un modèle de coopération régionale et de promotion des ressources pétrolières. En 2013, l'ensemble de la production de pétrole brut de l'APA a été estimé à 9,4 millions de barils jour, soit 10% de la production mondiale. C'était le compte rendu de Koné Adama.
La quinzaine de l'environnement a commencé ce lundi. Cette quinzaine qui se déroule autour du thème « Changement climatique et ville durable » est une campagne de sensibilisation de proximité pour porter aux populations ivoiriennes le message du gouvernement sur les préoccupations environnementales. Le lancement de la 3e édition de cette quinzaine de l'environnement a eu lieu au cours d'une conférence inaugurale suivie par notre reporter, Grace Kando. C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, Alla Kwadio Remi. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstances nous ont amenés à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014 à Lyon les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable. À cette 3e édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alla Kwadio Remi a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'éco-citoyenneté et d'un changement de comportement qui nous mène vers la construction des villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres développement durable et énergie renouvelable et sur la qualité de l'air. Je vous invite à présent à découvrir une exposition sur l'agriculture ivoirienne. Cette exposition bilan du milieu agricole en Côte d'Ivoire se tient au musée des civilisations, c'est dans le district d'Abidjan. Cette exposition qui retrace l'histoire de l'organisation et du fonctionnement du secteur agricole ivoirien va durer 3 mois, nous dit notre reporter Serge Coléa. 200 objets et outils servant pour les travaux champêtres. Une série de photos de Johanna Choumali fixant le quotidien des femmes rurales plonge le visiteur dans l'univers des grandes plantations et cultures agricoles. Agriculture, le monde agricole au musée. Un voyage historique qui marque une halte à chaque grande étape de l'évolution du travail du champ. Archéologie et histoire montrent les objets et outils d'hier à aujourd'hui. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, y figure en bonne place, lui qui a été planteur et président du syndicat agricole africain. Agriculture au féminin est un hommage aux femmes qui jouent un rôle majeur dans la semaille. Moments de labeur, instants de vie, esprit d'équipe, y sont notamment représentés. Autre tableau, les plantations villageoises. Il y a également les grandes surfaces cultivables, les plantations industrielles. Le monde agricole au musée pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, se veut une exposition éducative et instructive. Un regard sur le passé, sur la pénibilité des travaux, afin de relever le défi de la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, culture et agriculture vont de pair. L'une concerne les sémences de la terre, l'autre les sémences de l'esprit et du cœur. Quant à Pierre Billon, PCA de la structure initiatrice de cette exposition, Agriculture vient témoigner de l'attachement historique du groupe SIFCA à l'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne. La directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, Sylvie Kassimeme, se félicite de cette exposition qui va durer jusqu'au 31 janvier 2015, soit 3 mois de découverte du riche patrimoine artistique et agricole de la Côte d'Ivoire.
La communauté internationale célèbre ce lundi 10 novembre la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée bilan annuel a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la science et de combler le fossé qui existe entre la science et la société. Gabriel Zani pour en savoir un peu plus. Il est essentiel de mettre en place un enseignement scientifique de qualité propre à jeter les bases d'un avenir plus viable pour tous. Ce sont les propos d'Irina Bokova, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Un message donné à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Journée célébrée le 10 novembre de chaque année. Cette année, le thème est « Enseignement scientifique de qualité, assurer un avenir durable pour tous ». Il invite les pays à renouveler leur engagement en faveur de la science pour la paix et le développement et à promouvoir l'utilisation responsable des acquis de la science au service de la société. Les ressources du monde devenant de plus en plus limitées, les hommes doivent user de créativité, d'innovation afin d'affronter les défis complexes qui émergent. Intégrer donc les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans les politiques de développement et d'éducation, c'est rendre la science plus accessible aux populations. Instauré à la suite de la conférence mondiale sur la science à Budapest en Hongrie en 1999, cet événement marque le besoin d'établir un nouveau contrat social pour la science. L'UNESCO invite les gouvernements à réaliser des projets concrets pour montrer au grand public en quoi la science a sa place dans la vie quotidienne. Et à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dit cette parole forte, je le cite, « Il faut encourager les échanges universitaires sur un thème d'importance universelle tout en sensibilisant l'opinion publique aux relations entre la science et la paix. » Parlons maintenant de diplomatie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a conduit une délégation gouvernementale en Chine dans le cadre de la coopération bilatérale. Quelques temps forts de cette mission avec Léon Bro. Plus de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services sur l'axe Abidjan-Pékin. L'accord qui lève cette exigence a été signé le 5 novembre 2014 par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et son homologue chinois, Wang Yi. Cet acte pour ses signataires va consolider les relations déjà excellentes entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il intervient en marge de la mission effectuée par Charles Dibi Kofi à l'invitation du ministre chinois du Commerce. Une mission qui s'est soldée par la conclusion de 3 projets d'accord de coopération économique et technique d'un montant global de 80 milliards de francs CFA entre les gouvernements chinois et ivoiriens. Le premier portant prêt remboursable sans intérêt et destiné à la construction à Abidjan d'un stade de 60 000 places concernant une enveloppe de 24 milliards de francs CFA. Les 2 projets d'accord restants sont relatifs à des dons pour la réalisation de 4 lycées d'excellence et la phase 2 du projet d'alimentation d'Abidjan en eau potable. À cette mission, le ministre d'État Charles Dibi Kofi avait à ses côtés les ministres Niale Kaba, Adama Tungara et Patrick Kachi, respectivement chargés de l'économie et des finances, de l'énergie et du pétrole, des infrastructures économiques. Ces membres du gouvernement ont dit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à la Chine, pays dont l'appui à la politique nationale de prévention contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola s'élève à ce jour à 410 millions de francs CFA. Restons en Chine, où les dirigeants de l'Asie-Pacifique se rencontrent cette semaine pour le sommet de l'APEC qui marque la montée en puissance de la Chine. Sachez que l'APEC est le plus grand forum économique du monde. Les dirigeants des 21 pays de l'Asie-Pacifique se sont retrouvés lundi à Pékin, pays hôte du sommet de l'APEC. Maître de la cérémonie, le président chinois a vu les choses en grand pour faire de ce sommet une vitrine de la nouvelle puissance chinoise. Son projet est de mettre la Chine au centre de cette zone économique qui représente 21 pays et la moitié de l'économie mondiale. Signe de ce succès, la Chine et la Corée ont signé lundi un accord éliminant les droits de douane sur 90% des marchandises. Un sommet également pour rassurer les partenaires de la Grande Chine.
La Chine va importer chaque année des milliards de dollars de biens et envoyer des millions de touristes dans le monde. Pour la région Asie-Pacifique et pour le monde entier, le développement de la Chine va générer de larges opportunités et des bénéfices durables. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois ont eu un long entretien lundi, le premier après 2 années de fortes tensions diplomatiques. Les relations de la Chine et du Japon butent toujours sur la souveraineté des îles Senkaku situées en mer de Chine. La marine et l'aviation des 2 géants asiatiques se sont dangereusement défiées ces derniers mois autour de cet archipel. C'est le premier pas pour un retour de nos 2 pays à des relations stratégiques basées sur des bénéfices mutuels et des liens améliorés. Le président américain a appelé la Chine à ouvrir ses marchés et à rendre sa monnaie convertible. Malgré la rivalité entre les 2 puissances, Barack Obama assure qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que la Chine soit prospère. Vladimir Poutine, lui, a confirmé ses excellentes relations avec Pékin avec la signature de méga contrats dans les domaines du gaz et du pétrole. Depuis 2012, l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, est fonctionnelle. Et en dépit de quelques difficultés qu'elle rencontre sur le terrain, elle a pu désarmer et réintégrer un peu plus de 44 000 ex-combattants. L'échéance est prévue pour juin 2015. La date est-elle tenable? La contribution des partenaires est-elle suffisante pour achever ce processus? Le passage de la vie militaire à la vie civile de ces ex-combattants est-elle une réalité? Eh bien, dans ce grand format, ce soir, Hamza Diaby nous fait un bilan de ce processus 2 ans après son démarrage. Fidel Sarasoro peut danser. Et pour cause, l'ADDR qu'il dirige vient d'atteindre les 60% d'ex-combattants désarmés, démobilisés et réintégrés. L'objectif fixé n'est plus loin. Sur un total de 74 000 ex-combattants, reprofilés et fichés dans la base de données de la structure, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration en a démobilisé et réintégré plus de 44 000. C'est un bilan positif. Il y a eu des responsables de DDR d'autres pays qui sont venus. Eux tous ont attesté qu'il y a eu des progrès. Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration est coûteux. Il est de 4 à 5 000 $, soit 2 à 2 500 000 francs CFA par ex-combattant. Ce bilan positif, la DDR le doit aussi à ses partenaires. Le budget que nous avons, c'est un budget de 20 millions de dollars. Sur la base duquel nous accompagnons la DDR. Je suis satisfaite de l'évolution du processus DDR parce qu'à ce jour, 60% des ex-combattants ont été réintégrés, réinsérés, désarmés. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne, l'ONUCI et tous les autres partenaires de l'ADDR se félicitent également des résultats obtenus à ce jour. Ils sollicitent tout de même un plus gros appui d'autres partenaires pour mener à terme et de façon efficiente l'opération. Si nous voulons que ce processus DDR, conformément à la volonté politique des autorités ivoiriennes, soit bouclé en juin 2015, il faut que nous accompagnions encore plus, surtout du point de vue financier. À côté de ce besoin de financement, le processus DDR rencontre d'autres difficultés. Un certain nombre d'ex-combattants viennent à nous avec des armes, mais qu'on ne retrouve pas dans notre base de données. Donc nous sommes obligés de faire des recherches pour voir la véracité de leur statut. La deuxième difficulté aujourd'hui, c'est que de moins en moins d'ex-combattants viennent à nous avec des armes. Donc nous devons faire de grands efforts de sensibilisation pour sensibiliser encore une fois les leaders communautaires à ce qui nous aide justement à localiser ces armes-là qui sont au niveau des communautés et à les sécuriser. Des défis à relever, certes, mais qui, selon le directeur général, ne devraient pas empêcher l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration de tenir l'échéance du 15 juin 2015. Au regard de l'environnement qu'il y a, au regard de la détermination qu'il y a, au regard du soutien politique qu'il y a, au regard du soutien technique et financier des partenaires, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas atteindre ces dates-là.
En attendant, Fidel Sarasoro et son équipe poursuivent le processus de réintégration des ex-combattants. À la question de savoir combien d'entre eux ont intégré l'armée ivoirienne, le DG de l'ADDR est formel. L'ADDR n'intègre pas dans l'armée. L'ADDR fait de la réintégration dans les corps paramilitaires et au début du processus, le président de la République a autorisé qu'un certain nombre d'ex-combattants puissent être intégrés à la demande des services, la douane, des gardes pénitentiaires, des eaux et forêts, de la protection des pompiers civils, qu'un nombre de 6000 ex-combattants puissent intégrer dans ces corps. Mais c'est terminé. Au-delà de cela, tous ceux qui viendront à l'ADDR seront intégrés dans le secteur privé, mais également, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront être aidés à avoir une activité en propre. Mais ne bénéficie pas d'activité qui veut, mais qui passe par le désarmement, puis par la resocialisation. Ici, au centre de resocialisation, il existe un panel de projets. L'ex-combattant n'a qu'à opérer un choix. Comme je sais confectionner l'ADEV, qui sont les mannequins, que j'ai choisi ce projet afin que je puisse faire ce commerce de mannequinat. Moto 3 roues, c'est ce que j'ai choisi. Parce que parmi les projets, c'est ce que je vois, c'est qu'avec ça, je peux m'en sortir. Dans quelques semaines, Daouda et Téné Noël pourront certainement réaliser leurs rêves. D'ici là, il leur faut juste achever le mois de formation qu'ils ont à passer ici. En ville, leurs prédécesseurs jouissent déjà du fruit de leurs activités. ADDR m'a financé en agriculture. J'ai commencé un peu, jusqu'à aujourd'hui. J'ai 5 hectares de riz, 3 hectares de maïs. J'ai commencé à faire l'élevage de poulets. Les ennemis d'hier cohabitent aujourd'hui et regardent dans la même direction. Le développement de la Côte d'Ivoire, la réconciliation, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. De la sensibilisation à l'installation de l'ex-combattant en passant par le désarmement, la démobilisation, la resocialisation et la formation. On peut le dire, que de chemin à parcourir, mais au bout, l'ex-combattant peut chanter et saluer l'ADDR et l'ensemble de ses partenaires. Merci à l'ADDR et à tous ses partenaires dans les Nations Unies. Voilà, c'était le grand format proposé par les services politiques de la rédaction. À 1 an des élections en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante met un accent particulier sur la formation de ses commissaires centraux, l'inscription sur les listes électorales, le vote à l'étranger et la technologie dans les élections sont les modules sur lesquels les commissaires de la CEI ont été instruits, nous dit notre reporter Michel Digré. Cette succession de formations a un rythme cadencé témoigne à n'en point douter de l'imminence des échéances qui nous attendent. Vous saisissez donc de façon éloquente l'importance des enjeux qui se dressent devant nous. C'est la deuxième session de formation des commissaires centraux de la CEI en moins de mois et pour cause, les élections de 2015 approchent à grands pas avec d'importants défis à relever. L'inscription des électeurs est une étape clé dans le processus électoral. Je dirais même que c'est l'une des premières étapes parce que sans liste électorale, on ne peut pas avoir d'élection. Ce module, c'est pour pouvoir nous familiariser avec ce processus et pouvoir le commencer assez tôt parce qu'on va aboutir à une liste provisoire qui va être vérifiée par les électeurs avant d'avoir la liste électorale définitive. Les commissaires centraux de la CEI sont donc formés sur l'inscription des électeurs sur les listes électorales, le vote à l'étranger et enfin sur les technologies de l'information dans le processus électoral. Il ne faut pas adopter une technologie pour adopter une technologie. Il faut aussi que ce soit une technologie qui ne vienne pas compliquer les choses, par exemple aux électeurs. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, la CEI veut aller vers de nouvelles technologies, qu'elle puisse prendre ces éléments à considérer en compte pour que toute adoption de nouvelles technologies puisse être bénéfique et à la CEI, et aux électeurs et à la Côte d'Ivoire. Cette formation bénéficie du soutien de la Commission de l'Union africaine qui entend jouer pleinement sa partition pour la réussite des élections en 2015.
La candidature unique au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes, est également soutenue par Action 2020, un mouvement de jeunes leaders de l'Alliance pour la cohésion. Compte rendu, Sidonie et Davila. 200 jeunes leaders de l'ex-majorité présidentielle ont désormais décidé d'adhérer au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Ces jeunes leaders de l'association dénommée Alliance pour la cohésion et la tranquillité des Ivoiriens pour l'organisation de notre nation en 2020, Action 2020, entendent à travers ce point presse maintenir les actions de paix et de développement entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils soutiennent également l'appel de Daoukro du président Henri Konan Bédié. Toute la jeunesse ivoirienne a décidé d'aller rendre visite au président Bédié pour lui dire merci. Merci pour avoir vu juste, parce qu'il a permis à son jeune frère de réaliser son rêve qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En ce jour anniversaire des 13 événements de novembre 2004, Action 2020 se propose de promouvoir la paix et la concorde, des valeurs prônées par le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, seul gage de stabilité et de prospérité pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Les femmes inconditionnelles du PDCI-RDA ont apporté leur soutien à l'appel de Daoukro. Elles ont manifesté ce soutien en adhérant au MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP. Gabriel Zani. Les femmes inconditionnelles du PDCI-RDA pour la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du Rassemblement des Oufouettistes. Elles ont donc rejoint le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, motivé plus que jamais par l'appel de Daoukro, lancé par le président Henri Konan Bédié. Nous, membres du groupe de soutien, les inconditionnels des femmes mobilisatrices de Côte d'Ivoire, soutenons avec force et ferveur cet appel tout aussi historique que celui lancé par le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en 1958 au stade Jo-André. L'appel de Daoukro permet de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, de stabilité et un pays émergent à l'an 2020, où il fait bon vivre. Nous invitons donc toute la population ici réunie a soutenu l'appel de Daoukro pour le bonheur de tous les habitants. Les responsables du MONASCO, conduits par la secrétaire nationale du MONASCO chargée des ONG et des associations de la société civile, Mariam Traoré, ont investi les nouvelles adhérentes de la section d'Abobo Nord. Leur mission, sensibiliser les femmes en vue de la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Avant quelques points de l'actualité internationale, ce communiqué, mesdames et messieurs, les conseillers économiques et sociaux sont invités à prendre part à la séance de travail qui aura lieu le jeudi 13 novembre à 10h à la salle des plénières de la dite institution de l'Assemblée nationale, donc, par part de l'Assemblée nationale du Conseil économique et social. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Quelques informations brèves sur le continent, en Afrique du Sud et au Nigeria, où une cinquantaine d'adolescents ont été tués ce matin même dans un attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram. Nouveau massacre au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués, au moins 80 blessés, comme on le voit sur ces photos issues des réseaux sociaux. Un kamikaze s'est fait exploser dans leur collège dans une ville du nord-est du pays, où la secte islamiste Boko Haram est très implantée. C'est officiel, le président sud-africain est visé par une enquête. La police l'a confirmé lundi par écrit aux députés. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir fait des travaux dans sa résidence privée aux frais du contribuable. Des révélations faites en mars dernier par la médiatrice de la République. Montant estimé de la facture, plus de 16 millions d'euros investis pour construire notamment une piscine dans cette maison que la presse a surnommée le palais de la corruption. Voilà, comme tous les lundis, vous avez rendez-vous avec le service sport dans l'émission Lundi Sport. Et avant, nous allons nous faire une petite idée du contenu de cette émission. Cathy Touré, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de cette émission, Cathy? Bonsoir David.
Bonsoir à tous. Eh bien, dans l'édition de ce soir, vous aurez droit à du football, vous vous en doutez, avec la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La Côte d'Ivoire qui aura 2 gros matchs cette semaine. Déjà vendredi face à la Sierra Leone et puis mercredi face au Cameroun. La Côte d'Ivoire sera-t-elle à la Coupe d'Afrique des Nations 2015? Eh bien, à l'issue de ces 2 matchs, nous le saurons. La compétition qui, pour l'instant, cherche encore un pays pour l'abriter, puisque le Maroc a dit non si la date est maintenue. Et vous saurez par la même occasion pourquoi Didier Zokora ne sera pas de la partie alors qu'il figure sur la liste de Hervé Renard. Et toujours dans cette édition de la natation, cette discipline qui ne cesse de se noyer en Côte d'Ivoire. Pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour la relancer? Eh bien, nous en parlerons. Et nous aurons aussi un clin d'œil à Max Brito. Max Brito qui est ce rugbyman ivoirien qui a participé avec la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 1995, c'était en Afrique du Sud, et qui en est ressorti avec un gros traumatisme qui le cloue aujourd'hui au lit. Un tournoi est dédié à ce champion. Vous aurez aussi des informations de motocross et de football sur le plan national. Tout cela dans l'édition de 21h. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h pour des moments de passion, pour des moments de sport. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout portez-vous bien.